intervenu. En gros, on a pris la décision de manière conjointe de découper la charpente et de faire tomber ce qui menaçait de tomber pour préserver ce qui était derrière. Donc c'est des décisions qui ne sont pas toujours faciles à prendre sur le vif. Suite à ça, donc il a été nécessaire bien entendu d'étudier, d'essayer de comprendre la cause du désordre déjà et essayer de définir les meilleures solutions pour pouvoir remonter cette courtine. Donc une étude a été menée, une étude, je dirais, avec une équipe pluridisciplinaire, puisque se posent à ce moment-là un certain nombre de questions, à la fois techniques, historiques, arriver à comprendre l'évolution de cette courtine, puisqu'on est sur un château du début du XVe siècle, mais qui a évolué au cours de ces 6 siècles d'existence, qui donc a été modifié. La courtine, on savait, avait été modifiée au XVIe siècle, des bâtiments ont été accolés au XVIIIe siècle derrière, l'escalier que l'on voit maintenant apparaître, toute la partie finalement de l'effondrement en partie haute avait été construite dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et se poser la question de savoir si on avait finalement, qu'est-ce que l'on avait à l'intérieur de cette courtine avant son effondrement. Est-ce que l'on avait une partie souterraine avec des caves dans le prolongement des autres bâtiments pour arriver à comprendre cet effondrement. Donc il y a eu toute une recherche historique qui a été faite par Claudie Herbeau, qui est historienne du patrimoine à Arradon, dans le département. Et puis donc un bureau d'études techniques et le cabinet Bancon qui nous a assistés pour arriver à comprendre, à calculer aussi les efforts et les problèmes les problèmes structurels. Et il a été fait appel à un bureau de géotechnique qui a fait des sondages. Donc, puisque à partir du moment où on est face à ce genre d'événement, il faut comprendre aussi. Alors, l'histoire nous a permis de voir qu'il n'y avait pas de cave derrière, qu'il n'y avait pas de vide. Mais par contre, donc comprendre l'épaisseur du mur, ce que l'on a derrière comme maçonnerie, sur quoi on est fondé. Donc, il y a eu tout un tas de sondages qu'on appelle des sondages pressiométriques, des sondages manuels et autres, pour arriver à essayer d'analyser l'origine donc du désordre, de voir comment on pourrait le reconstruire, et 3, de se poser la question de toute la terrasse d'artillerie à l'est, puisqu'en fait vous avez un château qui au départ était prévu pour être un quadrilatère, seuls 2 côtés ont été construits, et le problème se pose sur les zones qui ne sont pas construites et sur lesquelles on n'a pas de toiture, donc l'eau peut s'infiltrer facilement à l'intérieur du mur. Donc il faut imaginer que une courtine comme ça, c'est un mur extérieur qui fait 13 mètres de haut, donc qui est quand même la courtine qui s'est effondrée, c'est 13 mètres de haut et 40 mètres de long. Vous avez de la terre à l'intérieur, et ensuite vous avez un deuxième mur à l'intérieur que l'on voit encore, qui je dirais par chance a été restauré en 2010, ce qui lui a permis de rester encore à peu près en place. Et ensuite vous avez une cour haute, et donc là vous avez de l'eau qui s'est infiltrée entre les deux. Donc il y a eu toute une accumulation de choses. On a un problème qui a été bien entendu, la constitution de ce rempart avec du terrain remblayé à l'intérieur qui s'est gorgé d'eau avec les conditions météo. On a des parements extérieurs qui avaient été entièrement rejointoyés au ciment et qui n'avaient pas de moyen d'écoulement des eaux. Donc toute l'eau qui s'accumulait finalement derrière ne pouvait pas s'échapper, d'où la pression lorsqu'elle s'est accumulée en 2014 avec les inondations. Et puis on a aussi un mur, finalement 2 murs qui ne sont absolument pas liaisonnés sur 40 mètres de long, avec donc une fragilité structurelle. Donc tout ça, suite à ces analyses, il a été proposé plusieurs projets de restauration. Un premier entièrement en maçonnerie, donc là vous voyez le mur intérieur, le mur extérieur et la partie au-dessus. Alors sachant qu'on n'avait pas d'étanchéité non plus, donc l'eau a pu s'accumuler, c'était aussi une des causes de l'effondrement. Et il a été proposé plus d'autres solutions avec une reconstruction avec un mur finalement de béton habillé en pierre, et pareil notre terrasse au-dessus. Et une troisième solution, on sait qu'il n'y avait pas de souterrain, mais ça pouvait peut-être être intéressant de profiter de la reconstruction pour créer un espace vide, donc de remonter notre mur plus bas et de créer un espace qui pourra à l'avenir être utilisé pour l'accueil dans le château, ou pour créer des sanitaires ou autres, et qui est dans le prolongement de tous les sous-sols des 2 ailes qui existent encore. Donc c'est cette solution-là qui a été retenue. Alors il y a eu un certain nombre de réunions avec le ministère de la Culture, avec la mairie de Pontivy, avec un petit peu tout le monde, pour bien entendu c'est pas une décision qui se prend seule, et c'est une décision qui s'est prise au fur et à mesure des études après un certain nombre de discussions.
Et donc suite à ça, il y a eu une consultation d'entreprise, d'abord l'élaboration d'un dossier de consultation d'entreprise et une consultation qui a missionné 4 entreprises qui sont là aujourd'hui. Une entreprise de gros œuvres qui va faire tout le travail essentiellement de déblaiement et de béton, qui est l'entreprise Marc de Brest. Une entreprise de maçonnerie taille de pierre qui va faire tout le travail entre autres d'habillage, puisque toutes ces pierres tous ces murs vont pouvoir être déposés, les pierres vont être triées et vont être ce qu'on appelle décrottées, puisqu'elles ont toutes du ciment. Je vous disais que la maçonnerie était faite en ciment. Donc ça, c'est l'entreprise Grevet de Laval. Nous avons une entreprise pour l'étanchéité, qui est l'entreprise Davy de Plérin à côté de Saint-Brieuc, pour faire l'étanchéité, pour éviter que la chose ne se reproduise. Et une entreprise qui va faire la reconstruction, en fait, qui est un groupement de plusieurs entreprises, la reconstruction de la pièce effondrée. Donc là, on a plusieurs entreprises. C'est l'entreprise Lebert de Sizun qui était déjà venue pour la mise en sécurité et l'entreprise Herriot de couverture de vitrée. Donc ces travaux vont commencer très bientôt. Ils vont commencer le 20 juin, d'où la réunion de lancement d'aujourd'hui. On est actuellement dans ce qu'on appelle les plans d'installation de chantier, les notes de calcul pour programmer en fait ce démarrage des travaux. Donc les travaux vont s'étaler sur 3 années. Donc on a 3 tranches financières de travaux. La première tranche va concerner déjà les installations de chantier. Je vous disais tout à l'heure que lorsqu'il pleut, le fond de la douve, bien entendu, est complètement gorgé d'eau et que les véhicules ne peuvent pas circuler. Et que vous imaginez que pour descendre d'ici au fond de la douve, c'est assez compliqué. Donc il a été décidé de créer de toutes pièces une rampe d'accès qui permettra en fait les cheminements de camions. Donc il y a un gros travail d'installation de chantier avec une aire de chantier qui sera là où se situe le Barnum actuellement. En fait, le Barnum sera remplacé par des baraques de chantier à partir du 20 juin. Et cette première phase de travaux va permettre le démontage de la maçonnerie effondrée et la réalisation de tout ce qui est structurel en béton. Donc à la fin de la première tranche, vous n'aurez pas le mur en pierre, vous aurez juste la paroi de béton. Mais au moins, on aura quelque chose qui structurellement tiendra la route et sera, je dirais, reconstruit. La deuxième tranche va concerner la partie au-dessus du béton avec l'espace vide qui aura besoin bien entendu d'avoir des murs et une terrasse, ainsi que l'habillage en pierre de l'ensemble de la courtine et la reconstruction de la maison effondrée qui ne sera pas totalement reconstruite puisqu'on laisse en fait le mur côté courtine dans un premier temps fermé de façon provisoire pour permettre dans l'avenir de pouvoir faire un projet d'aménagement avec éventuellement un nouvel accueil, un ascenseur. Le but est de refaire l'enveloppe et de laisser toute liberté possible ensuite pour un futur aménagement. Et la troisième tranche de travaux, elle concerne l'avenir, puisque à partir du moment où une première zone s'est effondrée, on se dit qu'il faut faire attention à la partie qui n'est pas couverte à l'est, et donc l'étude avait pris en compte cette partie-là aussi, et on a prévu de réaliser un certain nombre de travaux, au moins pour faciliter l'écoulement de l'eau sur ces parties-là, et essayer d'éviter un nouvel effondrement ailleurs sur les courtines du château. Voilà, donc tout ça, ça commence le